Bonjour. Donc, ici, on va commencer un nouveau cours intitulé Thermodynamique 1. Ce cours-là, pendant ce cours, on va suivre le plan qui est affiché sur cette diapo. Premièrement, on va introduire le cours dans ce qu'on appelle l'introduction générale. Et ça va être suivi par le premier chapitre qui va nous familiariser avec les outils mathématiques nécessaires à l'étude de la thermodynamique. Ce chapitre va être suivi par le chapitre 2, que lui va nous donner des définitions et des concepts de base sur quoi elle est basée la thermodynamique 1. Ensuite, le chapitre 3, on va parler du travail et de la chaleur. Après viendra le chapitre 4, dans lequel on va introduire le premier principe et quelques applications de ce principe. Ensuite, on enchaînera avec le chapitre 5, dans lequel on va traiter des coefficients calorimétriques, ou les coefficients thermoélastiques. Ensuite viendra le chapitre 6, dans lequel on va entamer le deuxième principe de la thermodynamique et quelques applications, dans lequel on va mettre en évidence la viabilité de ce principe. Ensuite, on passera au chapitre 7, dans lequel on va voir quelques machines thermiques, leur cycle de fonctionnement et leur rendement. Après, on enchaînera avec le chapitre 8, dans lequel on va étudier les changements d'état. Après, le chapitre 9 va parler de quelques fonctions caractéristiques de la thermodynamique. Et finalement, le chapitre 10 qui va s'occuper de la théorie cinétique des gaz parfaits. Alors, ceci dit,
Donc, comme il a été dit avant, pour commencer, on va commencer par l'introduction générale. Pour introduire la thermodynamique 1, son histoire, ses différentes branches, quelques applications historiques et ce qu'on va résumer après dans un résumé qui va nous ouvrir les yeux sur ce que c'est la thermodynamique. Et à la fin, on va donner quelques références bibliographiques et le titre de certains livres pour vous aider à mieux comprendre ce cours-là. Bon, ici on va introduire la thermodynamique. Donc, pour commencer, la thermodynamique, c'est une science qui n'est pas ancienne, c'est une science moderne. Il est né après la révolution industrielle qui avait commencé au Royaume-Uni entre 1750 et 1800. Notamment avec l'apparition des machines à vapeur qui fonctionnaient avec du charbon, qui ont commencé à remplacer les travaux manuels et ainsi on a passé de l'artisanat, de travail artisanal, de la production artisanale à la production industrielle. Et les premiers qui ont commencé à réfléchir et à faire les premières bases de la thermodynamique, ce fut Laplace et Lavoisier. Alors, les problèmes auxquels étaient confrontés les ingénieurs, c'est
d'expliquer la relation ou les relations entre le travail mécanique et l'énergie thermique ou bien la chaleur. Parce que, bon, les machines, au début, ils utilisaient le charbon, brûlaient le charbon, donc ils transformaient une énergie, la chaleur thermique, en un travail mécanique. Surtout le problème de récupérer, ça veut dire le maximum d'énergie de cette chaleur pour la transformer en travail. Ce qui veut dire améliorer le rendement. Donc depuis le domaine de la thermodynamique s'est élargi. Actuellement, la thermodynamique il est définie comme l'étude des relations d'échange entre les différents types d'énergie l'énergie mécanique, l'énergie thermique, mais aussi l'énergie lumineuse, l'énergie électrique, l'énergie magnétique, l'énergie nucléaire, etc. Donc, les échanges entre ces différentes formes d'énergie. Il concerne aussi toutes les modifications ou changements qui peuvent se produire dans la matière, notamment les changements d'état, solide, liquide, vapeur et au-delà, ça veut dire le plasma. Donc la thermodynamique, ça traite les échanges entre les différents types d'énergie et aussi tous les changements qui se produisent à l'intérieur de la matière. Entre autres, la thermodynamique nous a permis aussi de déterminer si un processus physique ou chimique est possible ou non, grâce à l'introduction de la fonction d'entropie S. Parce que les transformations dans la nature ne se font pas n'importe comment. Ils ont un sens privilégié. Par exemple, les êtres vivants, ils naissent et après ils meurent. Donc, on ne peut pas avoir ça veut dire de la mort. Après, on va naître. Aussi, par exemple, une voiture neuve ne peut évoluer que vers sa dégradation. Ça veut dire devenir de la ferraille. Et jamais une vieille voiture
ne pourra devenir neuve. Et depuis 1820, ça veut dire dans la première moitié du 19e siècle, la thermodynamique nous a permis de comprendre le fonctionnement des machines thermiques. Par exemple, les moteurs thermiques, parmi lesquels on peut distinguer les moteurs à combustion externe. Ça veut dire que la combustion se fait à l'extérieur, en contact de l'air. Et parmi ces types de machines, on peut distinguer les machines à vapeur et turbines à vapeur. Donc les machines à vapeur étaient les premières à être utilisées dans l'industrie textile au Royaume-Uni pour tisser le coton qu'ils produisaient en Égypte. Il y a aussi des moteurs à combustion interne. C'est les moteurs à essence ou moteurs diesel qui équipent les voitures et aussi qui équipent les bateaux, les centrales électriques. Les moteurs à réaction, on peut trouver dans les avions, donc les avions à réaction, et les turbines à gaz. Il y a aussi d'autres types de machines, c'est les réfrigérateurs, et les pompes à chaleur. Donc, réfrigérateur, ça sert à refroidir, à produire du froid pour conserver ou bien pour climatiser. Donc, ça sert dans l'industrie alimentaire, pharmaceutique, dans l'habitat. Donc, là, on peut parler d'efficacité dans le bâtiment. Et des pompes à chaleur, donc, pour produire de la chaleur, soit dans l'industrie, soit dans le bâtiment pour chauffer les locaux, etc. Donc les applications sont infinies. Ci-bas, donc, vous avez une figure qui montre deux applications, des turbines à gaz, une ancienne et l'autre moderne. Donc l'ancienne, la Lyolipile, vous voyez, il y a une boule soutenue par deux barres sur lesquelles sont montées à deux extrémités opposées des tubes. Lorsque
on chauffe l'ensemble. Donc il commence à sortir à partir des tubes du gaz chauffé. Et la boule tourne. Donc là, c'est un exemple type de la transformation de l'énergie thermique en énergie mécanique. Vous pouvez aussi imaginer qu'à l'intérieur de la boule, on a mis de l'eau, et lorsque l'eau a commencé à s'évaporer, donc il sort des tubes, et ça entraîne le mouvement de la boule. Alors ce prototype a été développé en Alexandrie, en Égypte. Donc, à l'époque où l'Égypte était occupée par les Grecs. Donc, après Alexandre le Grand. Cela veut dire que l'être humain, depuis l'Antiquité, il a commencé à réfléchir à ces applications dans lesquelles les échanges entre chaleur et travail rentrent en jeu. Dans la deuxième figure, vous avez une autre turbine à gaz moderne qui fonctionne avec une combustion interne et avec compresseur axial. Donc ça veut dire que le gaz est comprimé, donc l'air est comprimé et on injecte le carburant et ça brûle dans la chambre de combustion. Donc voilà un peu d'historique. C'est entre le 19e siècle et le 20e siècle que la thermodynamique s'est développée suffisamment pour devenir une science à part. Donc c'est une science récente et moderne. Grâce à des physiciens et ingénieurs comme Nicolas Léonard Sadi Carnot et Benoît-Paul-Émile Clapeyron, sont tous les deux français. Carnot, au début du 19e siècle, a écrit un ouvrage nommé Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance. Avec cet ouvrage, on peut dire que c'est l'inventeur de la thermodynamique classique,
est le fondateur de ces bases. La thermodynamique classique ou bien macroscopique ou bien phénoménologique. Après lui, la thermodynamique a été développée grâce, dans la deuxième moitié du 19e siècle, grâce à Clapeyron, à Clausius et Thomson, qui ont formulé le deuxième principe ou la deuxième loi de la thermodynamique, aussi appelé le principe de Carnot, sous sa forme actuelle. Rudolf Julius Emanuel Clausius, vers la fin du 19e siècle, est connu pour ses grandes contributions à la thermodynamique. Lui, il a découvert par hasard l'ouvrage ou le livre de Carnot, et aussitôt il en a compris la portée, l'importance. Il a assuré sa diffusion auprès de ses collègues et grâce à ses travaux, il a pu compléter la deuxième loi de la thermodynamique et inventer le concept d'entropie, la fonction S. Donc, continuer. En thermodynamique, on distingue deux branches différentes. La thermodynamique des processus réversibles, c'est-à-dire des processus en équilibre. Normalement, les transformations au cours de ces processus se font avec une succession de plusieurs états d'équilibre intermédiaire. D'ailleurs, le mot réversible l'adjectif réversible veut dire que le point d'arrivée du processus peut aussi faire le point de départ. Ça veut dire que la transformation peut se faire dans les deux sens en passant toujours
par les mêmes états d'équilibre intermédiaire. L'autre branche, c'est la thermodynamique des processus irréversibles. Ça veut dire des processus qui sont hors équilibre. Ça veut dire au cours d'une transformation, le passage d'un état A à un état B, par exemple, se fait d'une manière rapide ou spontanée, sans passer par des états d'équilibre intermédiaire. Les seuls états d'équilibre dans ce cas-là sont l'état A et l'état B. Sont les seuls états d'équilibre. Dans la première branche, donc celle des processus réversibles, l'abordement de cette branche peut se faire de deux manières. Pour parler des échanges énergétiques. La première, c'est ce qu'on appelle la thermodynamique classique, ou macroscopique, ou thermodynamique phénoménologique. Elle s'appuie sur des considérations macroscopiques. Il cherche à établir des lois macroscopiques à partir d'un nombre réduit de principes et de lois empiriques issues des observations expérimentales. Donc cette branche étudie, cette sous-branche étudie les relations logiques rendant compte des évolutions possibles des systèmes. Elle est basée sur deux principes très généraux. Le premier principe de la thermodynamique et le deuxième principe de la thermodynamique. Cette partie sera étudiée dans ce cours de SMP CS1 et aussi en SMPS3 dans le cours de thermodynamique 2. La deuxième manière en méthode d'aborder la thermodynamique des processus réversibles, c'est la thermodynamique statistique. Cette thermodynamique s'appuie sur des considérations moléculaires et sur le calcul des probabilités. Elle s'attache à établir les principes fondamentaux et à pénétrer davantage dans la structure de la matière pour en dévoiler toutes les propriétés. Donc,
cette thermodynamique statistique évite les études empiriques de la thermodynamique classique. Il est basé sur la construction de modèles à l'échelle microscopique, c'est-à-dire à l'échelle moléculaire, par une théorie mathématique statistique. La thermodynamique statistique sera l'objet du cours de physique statistique que les étudiants de SMP vont étudier durant le deuxième cycle de la licence, c'est-à-dire en S5 ou S6. La deuxième branche, la thermodynamique des processus irréversibles, qui est une thermodynamique des processus qui sont hors équilibre, elle se charge de l'étude des échanges énergétiques dans des systèmes hors équilibre, qui sont en évolution dans le temps. Alors, pour schématiser ce qu'on vient de dire, là, donc on peut dire que la thermodynamique est constituée de deux branches. La branche 1, c'est la thermodynamique des processus réversibles, des processus en équilibre. Ou bien B, c'est la deuxième branche, qui est la thermodynamique des processus irréversibles ou hors équilibre. Donc la branche 1 se divise en deux sous-branches. La thermodynamique classique ou macroscopique ou phénoménologique. Donc, elle considère la matière comme quelque chose de continu. Et grâce aux lois macroscopiques que peut en tirer, en réduisant le maximum les principes et les lois empiriques issues de l'expérimentation. La deuxième sous-branche, on avait dit, c'est la thermodynamique statistique, qui s'appuie sur des considérations microscopiques, ou moléculaires, et sur le calcul des probabilités, ou sur la statistique. Donc la matière est considérée comme un ensemble de particules, molécules, atomes dans cette partie. La deuxième branche,
Donc, on avait dit, et s'occupe des systèmes hors équilibre. Ça veut dire que c'est des systèmes qui sont toujours en évolution dans le temps. Donc ici, on va essayer de donner d'une manière exhaustive quelques applications industrielles ou non, où la thermodynamique rentre en jeu. Donc pour commencer, il y a le stockage des gaz liquéfiés. On peut liquéfier des gaz pour pouvoir les transporter et pour pouvoir les avoir à disposition le moment venu. Donc on peut stocker l'hydrogène, le propane, le butane, l'oxygène, l'hélium, etc. Donc les bouteilles d'oxygène sont utilisées dans la médecine, sont utilisées aussi dans la plongée sous-marine. Et aussi le propane, donc stocké dans des bouteilles, c'est ce que nous avons chez nous pour pouvoir cuire nos aliments. Donc c'est grâce au butane ou bien au propane. Stocké dans des bouteilles sous forme liquide et une fois ouvert la bouteille, donc il devient du gaz lorsqu'il s'échappe de la bouteille à la pression atmosphérique. Donc ces gaz liquéfiés sont stockés sous haute pression. Donc il faut des dispositifs spéciaux pour les stocker, pour éviter des déflagrations, parce que ils peuvent convertir en bombes. Ces bouteilles peuvent devenir des bombes mortelles s'il explose. C'est ce qui se passe dans les maisons, malheureusement, lorsque la sécurité n'est pas prise en considération. On a plusieurs maisons qui se font ravager par l'explosion des gaz butane, des bouteilles de gaz butane. Aussi, il y a le chauffage, la climatisation et l'isolation thermique qui est utilisée dans des locaux, bien des bâtiments, donc des maisons et des appartements où vivent les gens, bien dans des locaux, des bureaux où travaillent les cadres, les banques, etc. Donc ici, on peut parler de l'efficacité énergétique dans le bâtiment. C'est que c'est une science nouvelle qui essaie de rentabiliser l'énergie dans le bâtiment pour ne pas en consommer trop lors
du chauffage, ou bien lors du chauffage en hiver, ou bien la climatisation en été lorsque on a des températures insupportables. Aussi, on a la conception et choix des échanges de chaleur pour les transferts thermiques industriels ou non industriels. Donc, il y a plusieurs dispositifs utilisant les échangeurs qui permettent d'échanger de la chaleur entre deux systèmes thermodynamiques différents. Donc, on fait ce qu'on appelle le transfert thermique. Alors, on peut le trouver au niveau industriel, ça veut dire dans des grands prototypes, ou bien au niveau non industriel. Aussi, il y a le refroidissement industriel pour la conservation des aliments, des médicaments et des organes en médecine et des vaccins aussi. Donc, on sait que certains vaccins, il faut les conserver à des températures qui sont moins 70, moins 90. Donc, et aussi, il y a des organes qu'on doit transporter entre le corps, l'endroit où se trouve le corps du donneur, jusqu'à l'endroit où se trouve le corps du récepteur. Par exemple, les reins, le cœur, le foie, etc. Donc, ça nécessite des températures très basses pour que ces organes ne s'infectent pas et les cellules restent saines pour pouvoir les transplanter à d'autres personnes. Il y a aussi, bon, dans les fusées, la propulsion sous forme de fusée, pour les militaires ou bien dans la recherche aérospatiale. Donc les fusées qui explorent les planètes ou le système solaire ou la Lune. Donc c'est des fusées à longue portée, il y a des fusées à courte portée, à usage militaire, et aussi des fusées qui transportent des satellites, bon, ce qui favorise la communication. Il y a aussi des avions militaires ou civils qui sont à propulsion. Donc, qui utilisent des réacteurs pour pouvoir se déplacer. Et on sait que les avions à propulsion atteignent des vitesses Mach 3, 3 fois la vitesse du son. Dans le cas des avions de chasse, ou bien dans le cas de l'avion Concorde, qui était un prototype d'avion produit
entre la France et l'Angleterre. Il y a aussi les moteurs à combustion interne, soit en utilisant le diesel ou l'essence. Diesel, c'est le gasoil, ou bien l'essence. Donc, ces deux combustibles fonctionnent d'une manière différente. Donc, le diesel, la combustion se fait par auto-inflammation, qu'on appelle la déflagration, et l'essence, la combustion est initiée par une étincelle. Donc, on a besoin d'une bougie qui va permettre de créer cette étincelle qui va allumer le mélange essence-air pour que le moteur à combustion interne à essence fonctionne. Donc ces moteurs, ils équipent surtout le parc automobile, les camions de transport, les locomotives, les trains, des moteurs utilisés dans les bateaux. Aussi, c'est utilisé dans la production de l'énergie électrique, dans l'électricité. Ici, on peut citer, par exemple, l'ONEE. L'ONEE, c'est l'Office national d'électricité et de l'eau potable, qui possède des petites centrales qui produisent de l'électricité, surtout à partir du diesel. Et finalement, il y a aussi les turbines à vapeur qui sont utilisées aussi pour la production d'électricité à grande échelle, soit avec l'énergie solaire thermodynamique, ça veut dire l'énergie solaire à concentration, soit en utilisant des chaudières à fioul, comme celle utilisée par l'ONEE à la centrale thermique de Kénitra et à la centrale thermique de Mohammedia. Il y en a d'autres qui fonctionnent avec du charbon ou bien du gaz naturel, comme la centrale thermique de Ain Ben Imtar, donc dans la province de Jarada, qui produit de l'électricité à partir du gaz algérien qui passe par le gazoduc qui unit l'Espagne et l'Algérie. Donc l'Algérie vend le gaz naturel à travers ce gazoduc à l'Espagne et au Portugal, donc à l'Europe. Et le Maroc y prend une part pour actionner la centrale thermique de Ain Ben Imtar. Donc voilà ce que c'est les applications où la thermodynamique rentre en jeu. Maintenant, pour résumer ce que c'est la thermodynamique,
surtout pour ce qui nous intéresse dans ce cours de thermodynamique 1. Donc, on donne la définition. Donc, on peut dire que la thermodynamique est la partie de la physique qui établit les relations entre les phénomènes thermiques et mécaniques, notamment à travers le travail qui est mécanique et la chaleur qui est une énergie thermique. Aussi, la thermodynamique décrit le comportement et la transformation de la matière ou du système en fonction des variables qu'on va appeler plus tard variables d'état, comme la température et la pression. Et bien sûr, sous l'action C du travail, donc de l'énergie, donc du travail ou bien de la chaleur, etc. La thermodynamique classique est basée sur deux principes. Le premier principe, ou principe de conservation de l'énergie. Donc le premier principe, c'est un principe de conservation d'énergie. Ça veut dire l'énergie mécanique peut se transformer en énergie thermique ou l'énergie thermique en énergie mécanique. Donc il n'y a pas de perte, il y a juste une transformation d'une à l'autre. L'énergie stockée par un système sous forme d'énergie interne, donc un système possède ce qu'on appelle l'énergie interne. Donc l'énergie stockée par un système sous forme d'énergie interne, notamment peut être l'énergie cinétique des molécules à l'intérieur de ce système. Il y a aussi des énergies potentielles entre les molécules parce que les particules sont en interaction entre elles et peuvent s'attirer ou peuvent s'éloigner les unes des autres. Alors, l'énergie stockée par un système sous forme d'énergie interne peut être échangée avec l'extérieur sous forme de travail et de chaleur. Donc la variation de l'énergie interne à l'intérieur d'un système ne peut être occasionnée que par les échanges que va effectuer le système avec l'extérieur sous forme de travail ou de chaleur. Donc ça veut dire que le système peut fournir du travail ou recevoir, ou peut en fournir de la chaleur ou recevoir. Les deux cas sont et restent possibles. Le deuxième principe, ou la deuxième loi de la thermodynamique, elle traite de l'évolution des systèmes en introduisant la notion essentielle d'entropie, la fonction S, qui schématise l'irréversibilité des phénomènes physiques. Donc, lorsque les processus sont irréversibles, cette entropie ne fait qu'augmenter. Ce qu'on appelle aussi la fonction du désordre. Plus il y a de désordre à l'intérieur du système, donc plus la fonction S est grande.
Dans le cas des transformations réversibles, en général, la fonction S est nulle, puisqu'il n'y a pas de variation de S. Donc, la somme des deux principes ou des deux lois va permettre de définir rigoureusement l'état vers lequel le système va évoluer en fonction des conditions imposées. Donc on impose certaines conditions à un système, lui il va essayer de s'adapter, donc il va évoluer vers un autre état du système. Et ces deux lois sont largement suffisantes pour nous expliquer ce qui va se passer avec le système. Sur cette diapositive, vous pouvez trouver des références de livres, de bouquins qui traitent de la thermodynamique classique, thermodynamique macroscopique. Il y en a beaucoup. Pour en citer quelques-uns, bon ici, on a le livre de thermodynamique MPSI de l'auteur Georges Faverjonn, de l'édition Bréal. Il y a aussi le livre Thermodynamique cours et exercices résolus, précis de physique, de Querelle et Mesplède, de la même édition Bréal. Il y a aussi le livre Thermodynamique de Bertin, Farou et Renaud, de l'édition Dunod. En quatrième lieu, vous avez le livre Thermodynamique Fondements et applications, exercices et problèmes résolus, de José Philippe Pérez, de l'édition du Node. En cinquième lieu, cours et exercices et problèmes résolus de thermodynamique de Sidi et Berrada, diffusion Sochpress. Donc, c'est un livre marocain. Il y a aussi le livre de Lombroso, la thermodynamique problème résolu de McGraw-Hill. Il y a aussi thermodynamique physique, rappel de cours, exercices et problèmes corrigés de Gendreau, de l'édition Ellipse. Vous trouverez aussi l'exercice et problèmes de thermodynamique physique de Grecias, de l'édition Lavoisier. Après, le livre de théorie et application de la thermodynamique de Abbott et Van Ness, série Chom. Et vous allez aussi trouver le cours de physique générale thermodynamique de Brua, édition Masson ici.
Et finalement, le dictionnaire de thermodynamique de Pérou de Interédition. Voilà, certains livres sont aussi illustrés par leur couverture ici, par les Brissi, de Lombroso et de Bertin, Faro et Renaud, etc.